Mais donc en tout cas, je suis assez, contente d'être là et je remercie toute l'équipe du BGF, de m'avoir, invitée pour, lancer un peu, les festivités. Donc ben, moi je vais, vous parler, des jeux de société, comme média, pour voir un petit peu en fait, à quoi on joue, de quoi on se sert. Alors je vais un peu vous expliquer ce qu'on va faire, ce soir durant cette heure-ci. Donc en fait, je vais un peu me présenter, rapidement, comme ça vous voyez d'un peu, d'où je parle. Je vais expliquer un peu la démarche, de considérer, le jeu, comme un média. Vous donner quelques balises. On va parler d'un petit outil, qu'on va un peu utiliser et ensuite, on fera une analyse du jeu King Domino et une analyse plus transversale de, l'image, de la représentation, des femmes dans les jeux. Donc en fait, n'hésitez pas, il y a un lien Jitsi si vous voulez, venir, intervenir en vocal. Sinon j'essaierai de, je vous le mets ici, sinon j'essaierai de regarder un peu, le chat. Donc moi je m'appelle, Vi, je suis maintenant dans le jeu depuis, presque, 8 ans. Donc en FIC, par le jeu, dans, le collectif, que j'ai cofondé qui s'appelle Ludilab. Je suis aussi enseignante et chercheuse dans, l'unité de, recherche en sciences et techniques du jeu, donc à la Haute École de Bruxelles, où, il y a une année de spécialisation en sciences, et techniques du jeu. Donc voilà, là c'est un peu l'idée et je donne un cours d'éducation aux médias dans ce cadre qui, a été ici, très fort condensé pour vous donner un aperçu de ça. Je suis aussi moi-même, game designeuse, donc voilà, bon je fais diverses choses, j'ai ludothécaire et cetera, mais bon, on va, s'arrêter là. Je pense que vous voyez un peu d'où je parle comme ça. Donc en fait, la démarche, que j'ai, souhaité, faire, ici attendez parce que je vois peut-être qu'il y a des gens ici, j'ai envie de louper, hop, bon ça va. Donc en fait, la démarche ici, c'est s'interroger sur le fait de: «Tiens, est-ce que le jeu de société, on peut le considérer comme un média ou non?» Du coup, est-ce qu'on pourrait, comprendre, y voir, des caractéristiques d'un objet culturel? Donc l'idée, c'est vraiment se dire: est-ce que, le jeu, ça s'apparente aussi au livre, et cetera? C'est, quelque chose qu'on a l'impression quand même, mais, par exemple dans la société, dans, le la partie juridique et cetera, ça bouge un peu, mais on n'y est pas encore. Donc c'est quelque chose qui viendrait en fait appuyer, cette théorie, on va dire. L'idée, c'est aussi, de participer à l'ouverture à la diversité médiatique. Donc si on comprend ce qu'on est en train de faire, si on comprend vraiment à ce qu'on est en train de jouer, on pourrait se dire: «OK, est-ce que j'ai pas forcément envie de varier un peu, mes pratiques? Est-ce que j'ai pas envie de jouer à autre chose? Est-ce que j'ai pas envie de voir d'autres, horizons?» Donc c'est un peu, dans cette optique-là que ça peut être intéressant aussi. C'est lié à l'autonomie de choix, donc fatalement, si on comprend ce qu'on fait, on peut de soi-même, soit, continuer totalement à jouer à la même chose ou justement se dire: «Ah peut-être qu'il existe, d'autres, choses», et aller voir, plus loin et donc être totalement autonome dans ses choix. Alors il y a aussi une ambition un peu plus, grande peut-être, c'est, une critique en fait, de la société. Si on considère le jeu comme un reflet, de la culture de la société, eh bien on va pouvoir dire, voilà, qu'est-ce que le jeu nous apporte, de quoi il se sert et donc on pourrait aussi critiquer, les industries, créatives, ce qu'ils nous apportent. Critiquer pas forcément dans un sens négatif, une critique peut être positive ou négative, mais ça nous permet aussi d'avoir des prises, là-dessus. Donc, merci d'avoir prévenu. Donc, si on estime que le jeu pourrait éventuellement être un média, il faut qu'on définisse rapidement ce qu'est, un média, donc ou un médium, bref. Hem, donc en fait, pour résumer, un média, c'est quoi? C'est composé de 2 couches. Donc une couche, symbolique et une couche technique. Donc la couche symbolique, c'est quoi? C'est une idée, une valeur, un sentiment, un concept et cetera. Tout ça, c'est la partie symbolique qui va être en fait véhiculée par, le côté technique. Donc c'est un matériau plus ou moins complexe. C'est-à-dire, ça peut être du papier, ça peut être, de l'électronique, ça peut être plein de choses. Et donc en fait, cette partie matérielle va véhiculer, la symbolique jusque, à son, public. Donc pour donner quelques exemples, par exemple, on pourrait considérer que, un journal,
généralement on sait que ça que c'est considéré comme un média, bien en fait, c'est la couche symbolique, l'information qui va être véhiculée par la couche technique, le papier. Idem, film de fiction, ben, c'est du divertissement, hein, bon, on peut, évidemment, l'analyser beaucoup plus finement, qui va être véhiculé par, avant une pellicule ou par de nouveau, les fichiers électroniques et cetera. Une bague de fiançailles, là, c'est peut-être, un peu plus, étrange, c'est qu'en fait, on va avoir une couche symbolique qui est quoi? Ben, on s'engage, à se marier, en fait, avec la personne. Donc cette couche symbolique va être véhiculée par quoi? Ben, par, l'or. Et le jeu de société ici, ben, donc on revient dans le divertissement qui va être véhiculé généralement par du carton, du plastique et cetera. Alors, ben, qui dit média ici, dit donc éducation aux médias. Donc l'éducation, aux médias, c'est, une matière qui, a été, légiférée, par un décret, et donc déjà en 2008 et donc c'est quoi? Bah, c'est l'éducation, donc là je lis juste: «L'éducation qui vise à donner la capacité à accéder aux médias, à comprendre et à apprécier avec un sens critique». Donc vous voyez, on comprend, on apprécie, on a le sens critique, on en avait déjà un peu, on l'avait un peu évoqué avant. Les différents aspects des médias et de leur contenu et à communiquer dans divers contextes. Donc c'est aussi, ben, pouvoir parler, de ça notamment. Donc l'idée, c'est tout ça, c'est enrichir en fait, l'éducation aux médias en proposant une autre vision, du jeu qui n'est pas encore un média, très utilisé dans ce cadre-là. Alors, l'outil, que, je propose, d'utiliser, c'est un outil donc, qui existe, dans l'éducation aux médias, déjà, hein, je n'invente, rien ici. C'est les 6 thématiques ou les 6 facettes de l'éducation aux médias. Donc on a quoi dans, ces 6 facettes? Ces 6 facettes qu'on va utiliser pour analyser, un média. Donc les représentations, c'est, ben, la conception, la représentation du monde proposée par le jeu. Donc on va avoir quoi? Ben, on va avoir les personnages, on va avoir, l'univers des personnages, on peut avoir aussi l'histoire et cetera. Donc tout ça, c'est quelle représentation le jeu, va nous apporter. Hop, j'ai été un peu trop vite. La seconde facette, mais donc là, je les ai mis dans cet ordre-là, mais il y a pas, c'est pas un ordre de priorité, hein. Donc la deuxième facette, c'est tout ce qui est production. Donc comment et par qui, va être développé, le jeu, par qui il va être financé. Donc ça peut être aussi, ben, par exemple, est-ce que ce sont, les maisons d'édition qui le font, directement, sur capitaux propres? Est-ce que c'est du crowdfunding? Donc ça peut avoir un impact sur, ce que va, advenir le jeu. Quelles sont les intentions de ces, producteurs et productrices? Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à analyser. Une troisième facette, c'est donc le public. Qui est-ce qu'on cible? À qui s'adresse le jeu? Donc ça, c'est d'une part, c'est comment le jeu a été créé, quels matériaux il va utiliser pour toucher quel public, pour qu'il soit plus pratique, par exemple. Et après, ben, tout ce qui est réception. Donc c'est-à-dire, au final, le jeu, quand on le met sur le marché, ben, comment est-ce que les joueurs, comment les joueuses et cetera vont se l'approprier? Est-ce qu'ils vont exactement se l'approprier comme c'était prévu ou non? Est-ce qu'ils vont le détourner? Est-ce qu'ils vont le pimper? Voilà, tout ça, ça c'est aussi la facette, publique. Alors, une quatrième facette, c'est, la facette langage. Donc comment est-ce que le jeu va communiquer quelque chose, aux joueurs ou joueuses? Est-ce qu'il va communiquer exclusivement par les règles? Ça peut aussi être, qu'est-ce qu'on va retrouver comme aide de jeu? Comment le plateau va être designé pour être affordant? Affordant, c'est-à-dire qu'il va suggérer sa propre utilisation. Donc est-ce que, par exemple, il y a des emplacements d'une certaine forme où on se dit: «Ah ben, ce pion-là, je suis sûr qu'il va là». Ça, c'est, un bon niveau d'affordance, par exemple. Alors, il y a la partie aussi technologie. Donc ça, on peut directement se dire qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être, l'inclusion des applications. Donc par exemple, comme dans le jeu, Unlock, donc on va avoir une partie carte, avec lesquelles on va interagir, mais on va aussi, interagir avec, l'application. Mais les technologies, on peut le voir aussi autrement, ça pourrait être les technologies dans la production.
Donc c'est comment est-ce que, les technologies vont influencer ce qui se retrouve dans la boîte et donc in fine, ben, qu'est-ce que ça va, donner comme expérience ludique, d'immersion meilleure, par exemple. Si on a des figurines, bien détaillées et cetera, ben, c'est plus immersif a priori que si on a un petit pion, en bois assez lisse. Donc ça va aussi jouer sur, l'expérience ludique. Et alors une dernière facette, c'est tout ce qui est, typologie, donc comment est-ce qu'on va pouvoir classer, les jeux? Comment, on va pouvoir leur trouver des similarités et cetera? Pourquoi est-ce qu'on va les classer comme ça et cetera? Alors ici, comme on n'a pas, énormément de temps, je vais plutôt, me concentrer sur la facette, représentation. Vous verrez qu'il y a déjà de quoi dire. Alors, j'ai choisi de procéder en 2 temps. Donc une partie où on va plutôt analyser un jeu de façon, relativement transversale, donc on va essayer d'aller dans tous les sens et après, on va, plutôt prendre un sujet qui est ici la représentation des femmes et regarder dans différents jeux comment est-ce que les femmes sont, représentées. Bien sûr, c'est, voilà des angles que j'ai choisis, de par, notamment mes propres intérêts, enfin centres d'intérêt, mais on peut le faire avec n'importe quoi. On pourrait très bien se dire, voilà, si on analysait, la représentation, du Moyen Âge, dans les jeux. Est-ce qu'on pourrait aussi se dire, on pourrait, analyser la représentation des villes, heu dans les jeux, par exemple. Donc ça peut, on peut aller dans tous les sens. Donc ici, j'ai pris, des exemples, mais de quoi va-t-on parler? On a une première partie qui est relativement simple, qui est les visuels. Ben voilà, quand on a une boîte de jeu, qu'est-ce qu'on voit dessus? Qu'est-ce que ça nous raconte? Et cetera. Ça, c'est relativement simple et aussi dans la boîte, hein, bien sûr. Alors on a une partie où c'est sur le paratexte. Alors le paratexte, c'est quoi? C'est en fait ce qui entoure le texte. Donc à la base, ça a été, développé par une personne qui s'appelle, Genette, dans un livre, où il explique, bah, voilà, on a un livre et donc qu'est-ce qui se passe autour du livre? Donc bah, il y a la jaquette, les résumés, mais il y a aussi des interviews et cetera. Donc tout ce qui va entourer le texte et donc ici, on a repris, le même, terme pour rester dans cette théorie-là, mais on pourrait très bien plutôt parler de parajeu. Ce serait plus exact, en tout cas ici. Et donc là, ça va être quoi? Bah, ça va être donc, le texte des règles et cetera, mais aussi, ce qu'on va retrouver dans, le t dans la sur la boîte, dans des interviews et tout. Là, on va, se limiter plutôt à la boîte. Il y a aussi l'univers, l'histoire prend place dans quel univers? Dans quelle époque? Dans quel, espace? Quel pays? Toutes ces choses-là. Donc on va regarder maintenant. Donc je vous dis si vous voulez, venir poser des questions, être en mode plus discussion dans le Jitsi, vous êtes bienvenus. Alors, donc on commence, par la boîte ici, hein, c'est, la face avant, du jeu King Domino. Donc King Domino, c'est un jeu, qui a été édité par, l'éditeur Blue Orange en 2016, qui est un éditeur français. L'auteur est Bruno Catala et l'illustrateur, c'est Cyril Bouquet. Donc a priori, j'ai pris ce jeu-là parce qu'on le connaît quand même, assez bien. Hem Et donc en fait ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir, remarquer? C'est, ben, que déjà ça s'appelle King Domino. Donc ça ouvre déjà quelque chose. La représentation, c'est quoi? C'est qu'a priori, on va parler de domino, et de roi, king et même de kingdom. Donc il y a un jeu de mots sur, royaume, en anglais donc. Et donc on y voit bien sûr ici, en plein milieu de l'image, on voit un château. Dans, ce château, sur une des tours, je vais vous montrer si vous ne voyez pas. Donc on a le château bien ici, hein, et ici on a un roi. Hem, donc là, on est vraiment dans cette représentation du royaume ici. Au milieu, il y a le château, le roi et on a toutes des terres autour. On a également des sujets. Donc ici, on a un paysan, un pêcheur. Ici, on en a un second. On voit qu'on a différentes terres. On a, les rivières, l'eau.
On a des prairies ici. Alors qu'est-ce qu'on voit sur, ces prairies? On y voit une activité pastorale. Vous voyez, il y a, ici des moutons. Hem, donc on élève des moutons dans ce royaume. On voit aussi ici un mur en pierre sèche, des constructions qui se faisaient régulièrement, au Moyen Âge. Ici, on a aussi quoi? Ben, une culture, donc on peut penser que c'est du blé, il est jaune, hein, on en a plusieurs et on voit aussi qu'il y a des maisons. Ici au fond, enfin une maison tout au fond ici et un moulin qui est ici qui, du coup est lié en fait, à l'activité de culture du blé, vu que c'est dans les moulins, qu'on va moudre, le grain pour avoir de la farine. Alors on y voit aussi que, ces zones, qu'est-ce qui nous suggère? Ben, donc une forte activité, humaine. Vu qu'on disait ici, il y a l'activité pastorale. Ici, on y voit on ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais l'autre ici, on imagine, enfin on le voit, c'est un peu petit, un filet, donc il fait de la pêche. Hem et ici, ben, il y a bien un épouvantail, donc ce sont des champs qui ont été, plantés exprès. Ici, au fond, on aperçoit l'entrée d'une mine, dans la montagne qui, elle aussi, suggère, l'exploitation de ressources, du sol. Voilà, tout ça, on voit que c'est un royaume qui est vraiment dans l'activité, humaine, dans, une période, médiévale, mais médiévale européenne. Donc c'est vraiment, centré sur l'Europe. On voit, le château bien, comme on se le représente un peu, de façon, courante, avec des tours, avec des créneaux, avec une grande porte. Beh, ici, en fait, il y a pas, de douve, hein, ce qu'on retrouve quand même, régulièrement, mais en tout cas, on y retrouve, toute une série, d'ingrédients que quand on va dire: «Ben, tiens, si vous représentez un château, médiéval européen, qu'est-ce que vous allez nous dire?» Ben, en gros, il ressemblera, heu, à ça, d'une façon ou d'une autre. Alors le roi, ben, on voit qu'il a une couronne aussi. On voit aussi qu'il a un manteau, rouge et blanc. Le blanc est un peu, piqueté de noir et donc ça, en fait, on retrouve, ça dans les manteaux d'hermine, de la royauté. Donc une couleur de la force, le rouge et cetera et l'hermine, qui est une fourrure, relativement noble, réservée à une élite. Alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je vous ai mis la première tuile, de départ, du château. C'est, là, vous voyez, je vous parlais de douves et cetera, il y en a pas. Par contre, on va voir des petits buissons ici, comme ça, qui ont l'air taillés en rond. Et donc là, donc on est dans de l'analyse, donc on essaye de le remettre dans du contexte, donc ça ne veut pas dire que c'est, exactement, ce que les personnes ont voulu présenter, mais on essaye de se dire: «Tiens, on reconnaît ça, qu'est-ce que ça peut nous raconter?» Donc évidemment, le mieux est de le croiser avec le discours, des personnes qui, produisent le jeu. Et donc ici, on peut se dire: «Tiens, est-ce que, ces petits buissons ronds, ce serait pas, apparenté aux taupières?» Donc je sais pas si vous voyez dans les jardins à l'anglaise, c'est, des, arbres, qui sont taillés d'une certaine façon pour, donner, joli. Donc on retrouve ça par exemple à Versailles. Donc on a un autre appel éventuel à une, royauté qui parle à beaucoup de gens. Donc on pourrait encore sans doute dire, autre chose. Ici, on voit aussi que, il y a un autre château, donc on se dit: «OK, il y a un royaume, mais il y a sans doute un deuxième royaume». Donc on va voir un petit peu, heu, vers quoi ça nous emmène. Alors, bah, là, donc on reste dans les représentations. Je vous avais parlé du paratexte. Donc là, c'est l'introduction, dans les règles. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Vous incarnez un seigneur en quête de terre pour étendre son royaume. Donc là, on reste bien dans le royaume et cetera, dans le seigneur qu'on a identifié, sur la couverture. On voit aussi, ben, les champs de blé, donc ça, c'était bien, ce qu'on avait vu. Il y a des lacs, des montagnes, donc il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures parcelles. Mais d'autres seigneurs convoitent les mêmes terres que vous. Donc là, ici, l'introduction nous dit quoi? Qu'il va y avoir un conflit. Donc vous, vous avez un royaume et que d'autres seigneurs vont convoiter les mêmes terres. Et donc
vous devez aussi explorer et repérer les meilleures parcelles, a priori pour vous les approprier. Donc ça, ça dit déjà toute une narration autour du conflit. Hem et donc on va voir un petit peu plus loin ce que ça confirme ou pas. Alors, voilà, là, on repasse sur les terrains. Donc là, on voit bien qu'il y a des terrains, et qui sont plus ou moins rares. Donc là, on voit que, si vous prenez ici la culture, du blé, on va avoir a priori 26 cases, qui vont, nous permettre de cultiver du blé. Si on prend les mines, ici, en fait, on voit qu'on a 4, 5, 6 cases seulement. Donc ça, déjà, ça nous dit quoi? Qu'il y a des terres. Alors on nous avait parlé des meilleures parcelles. Donc qu'est-ce que c'est les meilleures parcelles? C'est, si vous ne connaissez pas le jeu, les parcelles au final qui vont avoir le plus de couronnes, hein. Vous voyez ici sur certaines parcelles, il y a des couronnes, parce que ces couronnes vont permettre de multiplier les points, des cases et donc elles vont être fort courues. D'ailleurs ici, on voit que, si on regarde ici, on a dans le champ de blé 5 cases avec seulement une couronne, donc on ne retrouve pas 2 ou 3 couronnes. Et ici, on va retrouver des cases jusque 3 couronnes, qui est d'ailleurs, la plus rare. Et donc cette répartition, statistique des cases va nous permettre de comprendre l'économie du jeu. Qu'est-ce qui est valorisé dans ce monde-là? Donc dans ce monde-là, eh bien, on voit que ce sont les mines, qui sont des mines de quoi? D'or. Donc elles sont, rares et elles sont, valorisées, elles valent beaucoup de points, elles vont nous aider à, gagner, le jeu. Ici, on peut regarder autre chose, la pêche, ça rapporte aussi moins. On est un peu plus ici que, les champs de blé, mais on n'est pas du tout au niveau, des mines. Pareil, hein, on peut regarder chaque chose. Ici, on a la partie, pastorale. Là, on monte un petit peu plus haut quand même, jusque, à 2 couronnes. Idem ici pour les marais. On va voir pourquoi est-ce que, les marais sont valorisés dans le jeu juste après. Et alors, ce qu'on peut aussi voir, c'est que chaque, case qui n'a pas de couronne, c'est, une case où il n'y a pas d'empreinte humaine dessus. Bon, bien sûr, ici, on peut dire: «Bah, si, parce que le blé, de toute façon, il a fallu le semer et cetera». Mais en tout cas, il n'y a pas de bâtiment dessus. Hem, voilà, chaque fois que le bâtiment ici, vous avez une maison et là, la maison qui vaut plus, elle est plus grosse. Là, la mine, quand vous n'avez rien, vous n'avez pas de, couronne, après, eh bien, vous avez, allez, 1 tunnel, puis 2 tunnels, puis 3 tunnels. Donc on voit à chaque fois que le jeu, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien que, le sol, l'espace va être valorisé quand l'humain, va venir, l'exploiter. Donc alors ici de nouveau, juste parce que je ne l'ai pas précisé au début, l'idée c'est pas de faire un jugement, moral dessus. Donc on n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. L'idée c'est déjà de faire une première analyse et après il appartient à chacun de se dire: «Ah ben oui OK, moi ça ne me dérange pas de jouer avec ça, moi j'aime beaucoup jouer avec ça, moi je trouve ça très bien» ou «Moi je n'aime pas du tout», hein. Donc là mon but n'est pas de prescrire le fait, que c'est bien ou mal du tout, hein, juste pour que ce soit, clair. Alors par exemple, je vous parlais, des marais. Dans les marais, en fait, qu'est-ce qu'on y fait? Donc on avait une première case où on n'y faisait, pas grand-chose, mais ici, on voit qu'il y a de l'activité. Donc une maison et on voit un humain ici. Sur l'autre case qui vaut plus, c'est la même chose, mais il ne se passe pas, tout à fait les mêmes activités. Alors ici, on se dit: «Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les marais?» On dit: «Bah, ici, on voit des potions, de la chimie peut-être, des alambics, et cetera. Donc on se dit: «OK, en fait, il y a une activité chimique peut-être». On a qui ici? On a un personnage, qui a l'air, relativement âgé. Donc on voit qu'il a des longs cheveux, blancs et une longue barbe blanche. Il est aussi habillé dans une robe bleue.
il a un livre et un chaudron qui a l'air vide, à côté de lui. Donc là, si on regarde en premier, on pourrait se dire: «Ben, tiens, qui nous rappelle, ce personnage?» hem, donc on pourrait, par exemple, se dire: «OK, il a peut-être l'air d'un peu d'un magicien». Et si on fait appel à un autre, médium, bien connu, le, cinéma, moi j'y vois par exemple allez, un lien avec Merlin l'Enchanteur. Donc sa robe blanche, sa robe, bleue, sa longue barbe blanche et cetera. Bon, il a pas le chapeau pointu, par exemple. Mais on pourrait se dire: «Tiens, ça évoque, un peu ce type, de personnage». Alors si on passe à, la case suivante, là, on voit que, par contre, il commence à y avoir une activité qui serait plus de l'ordre de la magie. Donc on voit que, des éclairs, sortent, de ses mains en direction du chaudron et qu'un crâne, se dessine, en éclairs. Donc là, on passe un peu chimique peut-être, plus, à la magie, à l'alchimie et cetera. Et on voit que l'activité, quand il ne se passe rien, que, le magicien lit son livre qui du coup, serait sans doute un grimoire, on a une couronne. Par contre, quand la magie, se, déchaîne, là, hop, c'est plus valorisé, on a, 2 couronnes. Alors on retrouve, d'autres types d'illustrations qui vont aussi, faire appel, à d'autres médias. Donc on est bien en fait ici dans, déjà le transmédia. Donc on retrouve quoi? Bah, ici, par exemple en dessous, on retrouve un loup. Là vous voyez, hop, qui a l'air de courir après, un mouton qui, tente de s'échapper. Donc là, en fait, on a la figure du loup, danger dans la forêt, qui est quand même relativement, présente dans, une grosse partie des contes, que ça peut être, notamment, Le Loup et les 7 chevreaux, Le Chaperon rouge et donc on a vraiment, OK, se balader en forêt, c'est s'exposer à un danger qui est le danger du loup. Hem, donc ça repose sans doute sur, les contes. Et au-dessus, on voit que ça va reposer sur d'autres, histoires. Donc si on prend le premier ici, qu'est-ce qu'on y voit? On voit un radeau fait avec, des rondins, un homme, de nouveau, qui est peut-être, assez, âgé, vu qu'il a une barbe très, très longue et blanche, également. On voit aussi qu'il est en train de consulter un message. Ici, il a des bouteilles et ici, on y voit aussi une bouteille. Donc, est-ce qu'il est en train, par exemple, de, remplir des bouteilles avec des messages? Donc là, on repart sur la bouteille à la mer. Donc la bouteille à la mer, bah, ça va être, notamment utilisé par les naufragés. Là, la longue barbe suggère que ça fait longtemps qu'il est, sur son radeau et donc on pourrait aussi se dire: «Tiens, à quelle figure ça fait appel de la littérature?» Ben, par exemple à, Robinson Crusoe. Alors si on passe au suivant ici, là, on pourrait, se dire: «Tiens, à qui est-ce que ça fait penser?» Une araignée géante, dans une forêt et avec un petit humain ici, devant. Alors là, ben, par exemple, c'est pour ça qu'on peut continuer à, faire, des hypothèses, mais il faudrait voir, par exemple avec Cyril Bouquet, l'illustrateur, ce qu'il a voulu représenter. C'est qu'en fait, on pourrait le lier soit, à Aragog, dans, Harry Potter. Donc on a l'araignée géante qui vit, dans la forêt, à côté de Poudlard et alors on se dit que le personnage a voilà, est-ce qu'il aurait une baguette ou quelque chose? En tout cas, il y a une lumière un peu étrange, dans sa main qu'il brandit. Ou alors on peut aussi le lier à l'araignée géante dans, Le Seigneur des Anneaux et là où, un des héros, a, reçu une lumière magique pour, et qui va s'en servir pour se débarrasser, de l'araignée. Et là où ça se télescope un petit peu, c'est que dans Le Seigneur des Anneaux, l'araignée est plutôt dans une grotte, et dans Harry Potter, ben, les magiciens, ils sont pas trop habillés comme, ceux-ci, où il y a une cape et cetera, qui fait plus penser, du coup à, Sam
dans Le Seigneur des Anneaux. Donc est-ce que, on a voulu justement faire appel aux 2 références, en même temps, ou pas? Mais en tout cas, on est vraiment dans un appel, à sans doute l'une, de ces 2 figures, de la littérature. Alors ici, sur cette case-ci, on a quoi? Eh bien, on a, un petit personnage avec des bottes géantes. Donc là, généralement, à quoi est-ce que ça va faire penser assez directement? Eh bien, ça va être au Petit Poucet. Le Petit Poucet et ses bottes de 7 lieues. Normalement, ils sont censés se mettre, à sa taille, mais effectivement, si c'est juste un personnage qui se baladait avec des bottes à sa taille, ben, ça ne nous évoquerait pas, le Petit Poucet et les bottes de 7 lieues. Qu'est-ce qui va aussi évoquer le Petit Poucet? Si vous regardez un petit peu dans toutes les, tuiles de forêt ici, vous avez à chaque fois des pierres blanches ici, comme ça. Et donc dans, le conte, le Petit Poucet va, une première fois, retrouver son chemin en, semant des pierres blanches derrière lui pour pouvoir, retourner chez lui. Donc là, on peut se dire: «OK, ça peut aussi, ça entérine en tout cas, cette hypothèse». Alors ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut se dire que, voilà, de voir est-ce que c'est plutôt sur les contes, alors c'est du jeu ici on pourrait dire c'est des licences, parce que Harry Potter c'est une licence et Le Seigneur des Anneaux aussi. Du coup, est-ce que ce serait pas une façon de ne pas être trop flagrant pour ne s'inscrire réellement dans aucune, des 2 licences? Tandis que les autres, bah, voilà, Le Petit Poucet, La Figure du Loup et cetera, on n'est pas dans des licences à droit d'auteur, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre, dans King Domino? Donc au départ, sur, la boîte de jeu, on s'inscrivait dans, un univers médiéval, mais qui n'était pas, fantastique. Tandis qu'ici, ben, on a vu, le personnage, déjà plus, allez, plus étrange, du magicien. On a vu, ben, des bêtes comme, l'araignée, géante et cetera. Donc on s'inscrit de plus en plus, plutôt dans un thème, médiéval fantastique. Et ici, on voit quoi? Qu'il y a une créature, volante. Alors je confonds toujours une wyvern et un dragon, c'est un des 2. Mais donc on voit ici, son ombre, projetée. Donc a priori, cette créature, vole dans le ciel et effraie, le mouton, que vous voyez ici. Autre créature magique, c'est, une créature que l'on retrouve dans le lac. Alors dans ce lac, on va, retrouver quoi? Eh bien, une grosse créature qui nage et d'emblée, on va en fait, penser à une créature telle que, celle du Loch Ness, donc Nessie. Créature un peu, préhistorique avec des nageoires, une queue et cetera et donc on voit, bah, qu'il perturbe, heu, les, pêcheurs ici, qu'ils cassent un peu leur ligne et cetera. On voit aussi, des poissons rouges. Donc ça, c'est un peu, aussi étrange de se dire, ben, on est dans un lac, alors on va voir des poissons rouges. Mais c'est une façon d'égayer un petit peu, l'endroit. Alors dans les marais, pour le coup, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien une autre créature, fantastique qui n'est pas, ici, forcément identifiée, mais en tout cas elle a des écailles, voilà et elle est dans les marais et là, on ne voit pas très bien ce que c'est. Tandis qu'ici, on peut identifier la créature, ici aussi et là, elle est vraiment mystérieuse. On ne voit vraiment, pas grand-chose. Donc voilà, King Domino s'inscrit en fait assez bien dans du médiéval, fantastique et pas juste, dans du médiéval, alors que c'est ce que nous suggère la couverture et aussi, par exemple, la narration, qu'on a vue dans l'introduction. Alors là, je suis sortie un petit peu, du jeu de base, donc Blue Orange a sorti, des goodies, hein, hem, donc des petits châteaux. Donc on commence avec, un petit château en 3D qu'on construit avec, du punchboard, tous, les mêmes à part les couleurs différentes et ici, dans ces goodies, ils ont, été un peu dans d'autres types d'univers. Donc ici, on a un château. Donc un igloo, donc on est, dans une, représentation d'habitation, dans les régions froides. D'ailleurs, on voit ici, ben, tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que
serait peut-être des pingouins, on ne sait pas très bien. On voit, ben, ici, des très gros blocs de glace et au milieu, on voit quoi? Une figure qui écarte les bras, qui, porte une robe, bleue et qui semble avoir des, cheveux, blonds noués en queue ou en natte. Et donc là, en fait, ça va tout de suite faire appel à une autre, licence, mais sans le dire, et bien, ça va être, Elsa dans, Frozen, donc dans, La Reine des Neiges, de Disney. C'est une scène où elle chante, la chanson, «Libérée, délivrée», que, tout le monde a sans doute en tête. Donc là, on a un appel aussi à un autre, média, encore à un Disney. Alors on va parler des Disney parce qu'en fait, les Disney, ben, ça va être, quelque chose qui est vu par énormément, de monde et donc on va comprendre assez rapidement, le lien. Ça va pas forcément être clair pour tout le monde, mais ça sera clair pour un très grand nombre. Un peu aussi comme la licence du Seigneur des Anneaux et la licence de Harry Potter, même si ça concerne pas exactement tout le temps le même type de public, y compris aussi pour les contes. C'est aussi quelque chose, qui ici, fait partie généralement, d'une culture enfantine. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Un autre château. Là, on voit, une princesse ou une reine et cette princesse ou cette reine, elle est enfermée, hein. On voit ici, il y a, un cadenas et il y a une, suggestion d'amour, vu qu'il y a une porte et qu'elle est en forme, de cœur. On voit aussi que le château est envahi par une ronce, éventuellement. Et donc là, ça pourrait, faire appel à quoi? Bien, d'une part, éventuellement à la reine de cœur, dans Alice au pays des merveilles. Donc là, on est de nouveau dans, une histoire assez connue ou, enfin et ou peut-être les 2, par exemple, La Belle au bois dormant, donc qui est enfermée, dans son château, envahie par les ronces. Donc ça, cette représentation-là, elle pourrait faire appel, à ces 2 histoires. Alors 2 autres châteaux, ici, on a un château qui est, en nourriture, en confiserie. Donc on voit, hein, ici, c'est des cornets de glace, à l'envers. On a vraisemblablement, du, chocolat, des gaufrettes, qui font les portes, des M&M's, ici et donc ben, là, ça peut, faire appel, ben, au conte Hansel et Gretel, dont la sorcière est dans une maison, mais là plutôt en pain d'épices. Ça pourrait aussi, appeler une poésie qui est Dame Tartine dans son palais de beurre frais et cetera. Mais en tout cas, voilà, ça fait un peu rêver aussi, les châteaux en nourriture, en confiserie, parce que, voilà, ça fait aussi appel à l'enfance, le sucre, et cetera. Là, voilà, ça peut être des univers dans lesquels s'inscrivent, ce château-là et le second château ici, là, on va se dire: «OK, c'est quoi?» Directement, on va penser au château de sable. Pourquoi? Ben, parce qu'on voit, ben, la pelle, le râteau, ben, la couleur jaune, et on se dit qu'en fait, ce château, il est pas très grand au final. Parce que si on voit la taille d'une pelle et d'un râteau, plus, du coquillage ici qui fait un peu, coquille Saint-Jacques, plus les algues et cetera, on est cette fois-ci dans un château beaucoup plus petit et donc bah, là, les châteaux de sable, voilà, c'est aussi quelque chose qui est dans l'imaginaire, enfantin. On pourrait aussi se dire que tiens, est-ce que le coquillage ici, ça ferait pas penser à un des coquillages, du soutien-gorge, de La Petite Sirène, par exemple? Mais bon, là, ça commence, voilà, c'est un peu plus, ténu, comme relation, mais on pourrait émettre cette hypothèse, aussi. Donc voilà, c'était un petit peu, tout pour King Domino. On pourrait aller bien sûr, encore, plus loin, mais c'était là vraiment, l'idée de vous montrer vers quoi on peut aller. Qu'est-ce que le jeu nous apporte comme représentation? Quand on cherche un petit peu. Donc là, je sais pas, souvent, quand je présente ceci, on me dit: «Ah ben, j'avais jamais remarqué ça dans King Domino». Je vais retourner à la maison, je vais, regarder les tuiles de façon beaucoup plus, précise. Et donc vous voyez, à ce moment-là, vous pouvez prendre vous-même, conscience de ce qui se passe. Vous pouvez développer votre propre sens de l'observation, et cetera. Donc c'est là que je trouve ça, assez intéressant. Donc là, j'espère vous avoir donné, des petites pistes.
Hem, pour ce faire, j'ai utilisé le King Domino, version, XXL. Donc fatalement, là, c'était beaucoup plus, simple d'y voir les détails. Alors, pour la deuxième partie ici, donc l'idée c'était de voir les représentations des femmes dans les jeux. Donc bah, on va de nouveau parler du visuel, du paratexte, donc je rappelle les règles, ce qu'il y a autour du jeu et cetera, les éléments mécaniques et les univers concernés. Juste boire un petit coup d'eau. Alors en ce qui concerne le visuel des personnages, on a, 2 tendances ici. On va prendre les représentations quantitatives, donc combien est-ce qu'il y a de personnages dans les jeux, et des représentations qualitatives, c'est-à-dire comment sont représentés ces personnages. Alors pour la partie, quantitative, on va retrouver, bah, plusieurs, cas différents. Donc premier cas, par exemple dans King Domino, on a, a priori que des rois. Donc on a une non-mixité et une masculinité totale dans le jeu. Alors on va me dire: «Bah oui, mais les petits, meeples, on ne sait pas, ça pourrait être des reines». Effectivement, par contre, pardon, on n'a, aucune indication, notamment dans les règles, qu'on joue un roi ou une reine. Et en fait, il y a un goodies que, Blue Orange a sorti, qui permet en fait de coller des petits stickers, sur les meeples et ce n'était que, des personnages, identifiés, hommes. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le mettre, là. Sachant aussi qu'il y a des études qui montrent que quand un personnage n'est pas genré, dans la tête de la plupart des gens, les personnes le figurent comme étant un personnage, masculin. Alors un autre cas, c'est quand il y a une parité. Une parité, c'est bien, qu'il y a, autant de femmes, que d'hommes, sachant que, la parité est une sorte, de mixité. Donc la mixité, c'est quand il va y avoir les 2. Mais par exemple, s'il y a une femme, 5 hommes, on est dans de la mixité, mais la parité n'est atteinte que quand, il y a le même quota de l'un ou de l'autre. Bah, les jeux ici que j'ai pris, c'est BAF, hem et qui est sorti chez Gigamic en 2017 et Secrets, de chez Reproprod en 2017. Vous avez bien entendu à chaque fois, les auteurs et illustrateurs dessus si ça vous intéresse parce que c'est quand même eux et elles qui font, les jeux et quand on est dans un objet culturel, je pense que c'est très important, comme dans le livre, de, nommer les auteurs, de les indiquer. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on a des cartes, donc on va avoir un personnage femme, un personnage homme et cetera. La différence avec BAF, c'est qu'en fait, toutes les cartes de BAF, ont 2 côtés, exploités. Donc d'une part, on a, le personnage, plutôt, une version féminine et de l'autre côté, une version, plutôt, masculine. Donc là, on peut faire, les 2 et on pourrait très bien, en fait, jouer qu'avec des personnages, féminins ou que, masculins, alors qu'ici, les personnages ne vont pas, varier. Donc ici, du coup, je parle de parité, parce que c'est, ce que l'éditeur, a mis en place. Heu mais c'est vrai que du coup, dans le cas de BAF, on a, un choix beaucoup plus, grand, d'incarner qui on veut. Alors le dernier, cas ici, c'est une non-mixité, féminine, comme dans One Deck Dungeon, donc qui est sorti chez Asmodee Games et Next Publishing en 2017. Et donc là, on a que des personnages féminins. Donc là, il y a pas moyen de jouer un avatar homme. Alors, concernant, la représentation qualitative des personnages, dans ces jeux-là, on va voir, oui, donc ici, fatalement, je vous ai mis autre chose que King Domino vu que, j'ai considéré qu'il n'y en avait pas. J'ai pris, par exemple, le jeu, Oceanos, où là, on a ça, c'est un goodies, qui a été, fait par Yellow et donc on a une représentation, totalement rose. Donc là, en fait, on est vraiment dans l'exploitation, au maximum, de, la féminité, stéréotypée. Donc le rose, acidulé, la licorne, les arcs-en-ciel. Alors on voit peut-être pas super bien, mais en fait, elle est en train de se maquiller. Il y a le rouge à lèvres, ici derrière et elle a aussi un décolleté.
Donc on est à fond dans, voilà, on va montrer la féminité d'une façon vraiment, très, très stéréotypée en exploitant toutes les ficelles, du genre. Alors dans Secrets ici, qu'est-ce qu'on a? On va avoir, différentes représentations. On va avoir ici, ben, la pin-up, qui se tient comme ça, qui a des hauts talons, qui a une courte, jupe et qu'on imagine relativement, jeune. Heu, Ici, on a une autre représentation d'une personne qu'on imagine plus âgée, vu notamment ses cheveux, beaucoup plus, gris et qui est, la diplomate. Et donc en fait, ici, ben, la personne âgée, elle est déjà enfin âgée, plus âgée que l'autre, elle est déjà beaucoup plus épaisse, hein, si vous voyez. Donc on a une personne jeune, mince ici, une personne beaucoup plus épaisse ici, plus âgée et qui a bien sûr une jupe, beaucoup plus, longue. Donc en fait, on voit ici une représentation qui est quand on est jeune, on va être, représenté de façon, plus séductive. Voilà, les des attributs, c'est quoi? C'est, ben, de nouveau les hauts talons, la courte jupe et cetera. Donc de nouveau, on est dans les stéréotypes, hein et ici, eh bien, on est beaucoup moins, dans, là-dedans, même, quasi pas du tout, et donc on peut s'extraire de ces normes et on n'est pas obligé d'être, sexy. D'ailleurs, on voit sa pose n'est pas sexy non plus, et cetera. Donc on a aussi ici des représentations assez stéréotypées. Quand on passe à One Deck Dungeon, on voit quoi? Qu'on a des femmes au final, très différentes, qui ont des postures très différentes, des morphologies très différentes. Par contre, elles ont relativement un âge similaire, on peut penser en tout cas. Mais voilà, il y en a qui sont plus fines, il y en a qui sont, beaucoup plus épaisses, avec des muscles, d'autres beaucoup moins. Donc là, on a, des représentations aussi plus puissantes, donc où elles sont bien ancrées. On a, les jambes, bien écartées, où on se dit: «Bah, voilà, c'est, pour une posture, plus, d'attaque», donc on est ancré dans le sol. Hem, ou alors ici, bien, là, on c'est plutôt une magicienne et cetera, ben, elle lévite. Donc voilà, on est un petit peu, dans des représentations qui sont beaucoup moins, stéréotypées et ben, qui vont permettre aussi de se projeter plus. Donc on a des personnages, qui sont, racisés, heu, ici, des personnages blancs et cetera. Donc on a déjà beaucoup plus, de diversité. Donc voilà, c'est pas forcément, non plus le tout, de mettre, des, représentations féminines. Il faut aussi se dire: «OK, comment on le fait et qu'est-ce que ça, raconte, sur ces femmes?» Alors, on va aussi retrouver, les femmes dans des éléments, mécaniques. Donc on a, j'ai regardé d'une part, les personnages joueurs et d'autre part les personnages, non joueurs. Donc ici, j'ai pris, le jeu, Ladies and Gentlemen, qui est sorti en 2013, où là, en fait, on va avoir un jeu, où les rôles sont asymétriques. Donc on va jouer en binôme. Chaque, lady va avoir, son, gentleman qui lui va jouer, plutôt en bourse et cetera pour, faire de l'argent et pour pouvoir donner de l'argent à sa lady qui, elle, va aller faire du shopping pour la plus belle robe, pour la plus belle, toilette. Hem Et donc en fait, on a, un jeu, donc bah, qui accentue, enfin qui joue très fort sur, ces stéréotypes, mais on le voit en fait dans l'élément mécanique, c'est qu'en fait, les actions de la lady, ça va être que, de faire du shopping et cetera et les actions du gentleman que jouer en bourse. Donc là, on a vraiment une scission et même en fait sur la zone de jeu, quand on doit placer les éléments de jeu, les gentlemen vont toujours jouer sur un côté et les ladies sur l'autre côté. Donc là, on a vraiment un élément, mécanique qui montre la scission, entre les 2, la scission entre les genres et leur, ultime, différence. Alors en ce qui concerne les personnages non joueurs, par exemple dans Queen Domino, donc qui a été présenté notamment comme la suite, de, King Domino, heu, on pouvait se dire: «Ben tiens, Queen Domino, ça va être la reine au centre cette fois-ci», hein, vu que dans King Domino, c'était le roi. Et d'ailleurs, on voit ici, on a une tour et celle qui est au centre, c'est qui? C'est la reine. Et en fait, on ne joue pas du tout,
une reine, donc c'est pour ça qu'on parle ici donc des personnages non joueurs, c'est que la reine en fait va, aller, donner des bonus, au roi, au seigneur qui va avoir le, plus de, construction. Et donc en fait, on a quoi? On va en plus, la reine va bouger, potentiellement, pendant le jeu et va aller à chaque fois vers le seigneur, qui, a construit le plus de choses, qui est en fait quelque part le plus puissant. Donc on a une représentation relativement vénale, de la femme, de la reine qui va aller vers le plus puissant et qui va en plus bouger, pendant le jeu, donc qui est pas forcément, montrée comme étant très loyale. Voilà. Alors dans, le paratexte, hein, donc je vous ai expliqué, c'est ce qui entoure et protège le texte. Donc il y a la partie rédaction de règles et il y a la boîte. Alors les règles, to your perfect home de Benoît Turpin chez Blue Cocker, donc qui est sorti en 2018. Il y a, une remarque que, l'éditeur a mis, c'est: «Nous avons volontairement attribué le rôle des personnages du jeu de façon équilibrée à des femmes et à des hommes dans un souci d'égalité. Vous apercevrez également des un ou une ou le ou la au fil de votre lecture». Ça donc là, on estime, ben, voilà, qu'on mais qu'il faut le dire, donc répondre, d'emblée. Et donc on voit ici, un des exemples, c'est la géomètre crée une barrière entre 2 maisons d'une même rue et cetera dans les règles. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, là, on s'inscrit, ben, on va pas faire l'analyse de ce jeu-là maintenant, mais on s'inscrit, plutôt dans la vibe, des États-Unis dans les années, 60, quelque chose comme ça. Donc c'était pas non plus forcément, le moment où il y avait déjà, énormément d'égalité, à ce niveau-là, mais ils ont pris le contre-pied en se disant: «Bah, nous, on fait ce jeu en 2018, donc voilà, nous, on joue quand même, sur l'égalité, peu importe, si à l'époque, c'était pas historiquement, forcément correct». De nouveau, en fait, il y a un moment donné, on est dans du jeu, donc on peut prendre, ce recul parce qu'en fait, on crée, un univers même s'il rappelle quelque chose de déjà, connu. Donc là, c'est un moyen de, représenter d'une certaine façon les femmes en utilisant, la rédaction des règles. Sur la boîte, par contre, ici, par exemple, dans l'extension, de Carcassonne, Princesse et Dragon, en fait, là, sur la boîte, il est mis quoi? Sachant aussi que, dans, cette, extension, la princesse détourne, pour les chevaliers, un meeple, princesse ou quoi, c'est une tuile qu'on va tirer où il y aura une petite princesse dessus, et quand il va se passer ça, on va enlever, un des chevaliers. Sachant aussi que dans la règle, ce n'est plus du tout rappelé, il est juste mis, si la tuile sort, vous mettez ça, vous enlevez, un de vos meeples, voilà, enfin un de vos meeples chevaliers. Donc voilà, là, on a quelque chose qui est complètement dépersonnalisé, et qui est une distraction. Donc j'ai pris 2 jeux, donc Pirate Attack et Diamoniac, chez, Djeco. Le premier est sorti en 2007 et le deuxième en 2009. Donc les 2 gammes ne sont pas sorties en même temps. Et donc on a un premier jeu ici de cartes dans l'univers des pirates. Donc on voit, bah, il faut faire quoi? Il faut construire un bateau pirate, les ressources, bah, ça va être, un écu, et on a un pirate, sur, la boîte et la couleur est bleue. On pourrait se dire bleu, la mer, et cetera. Et 2 ans plus tard, qu'est-ce qui sort? Eh bien, une version rose. Et là, on a quoi comme personnage? Eh bien, une sorcière, mais qui a l'air quand même, relativement, gentille. La ressource, ça va être quoi? Ben, ça va être des diamants, en forme de cœur et on va devoir construire un château, heureusement qui n'est pas forcément, tout rose. Et alors la différence entre les 2 jeux, en fait, c'est, strictement au niveau mécanique, rien. Les règles sont les mêmes, à la ligne près. À l'exception qu'en français, la règle de Pirate Attack dit: «Le joueur fait ceci»,
et dans la règle des Menaques, la joueuse fait cela. Donc on a un premier, allez, une première règle où on pourrait dire que c'est le sacro-saint, masculin neutre, qui, a été utilisé. Sauf que du coup, quand on utilise la joueuse, où on n'utilise jamais du féminin, neutre, ça existe, enfin, ou alors c'est des personnes quand même assez militantes, mais en général on ne fait pas ça. Bien là, en fait, on distingue bien que ça, c'est les jeux pour filles et ça, c'est les jeux pour garçons. D'ailleurs, on est sur du bleu, du rose, voilà. Là, on est vraiment sur, le stéréotype, à fond. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour, vous montrer, la place des femmes, un sujet, comment on peut le traiter de façon, plus transversale par rapport au jeu. Je voudrais juste sortir un tout petit peu de cette représentation-là et vous parler d'autre chose rapidement. C'est que les univers aussi, eh bien, fatalement, ils vont influencer, enfin, il y a toute une partie sur la narration. Et même si des jeux ont l'air, très différents, donc par exemple ici je prends le jeu, bien connu Catan, et un jeu qui est sorti beaucoup plus tard, Spirit Island. En fait, Catan nous dit quoi? Colonisez, commercez, construisez. Donc là, d'ailleurs, à la base, généralement tout le monde, le sait, Catan s'appelait bien les colons de Catan, donc on est vraiment dans la colonisation. Ça a posé, enfin, il y a des personnes qui soulèvent, ce fait en disant: «Ben, ça pose quand même un problème qu'on soit dans la colonisation», et cetera. Et donc, il y a des personnes qui ont pris le contre-pied, de ce genre de jeu de colonisation, donc celui-ci. Et le pitch, c'est que, enfin, la line, c'est quoi? Coopérer pour protéger votre île et repousser les envahisseurs. Donc là, en fait, on a un retournement, de narration. On n'est plus les colons, mais on est, les personnes de l'île qui vont protéger leur île. Donc, j'ai entendu des personnes qui disaient: «Ah bah oui, voilà, enfin, on fait un peu autre chose et tout». Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est se rendre compte que les 2 jeux, même s'ils montrent les 2 côtés, de la colonisation, en fait, continuent, à prendre place, dans un univers de colonisation où la narration, c'est ça, c'est on ne fait que de la colonisation, c'est soit on est des colons, soit on est des colonisés qui essayons, de résister. Ça, on pourrait aussi se dire: «Ben, tiens, est-ce que, on peut aussi peut-être sortir, totalement de, ce genre, de narration?» Donc je pense qu'on arrive un peu, à l'heure prévue, donc je vais, clôturer ici. Ce que je voulais quand même indiquer, c'est donc, comme ici c'est assez court, ben, j'ai vraiment traité que les représentations, mais le modèle d'analyse, c'est il faut essayer de prendre tout, en compte, au maximum, et aussi que tout est en interrelation. Donc vous voyez ici, le modèle dit que les représentations vont être liées aux producteurs et vice versa, vont être liées aux technologies utilisées, au langage, au public, et cetera. Donc si vous voulez en savoir plus, bah, vous pouvez aller voir, donc sur le site du CESEM, les compétences en éducation, aux médias. Il y en aura plus, sur cet outil. Et donc voilà, comme ça vous en avez eu un aperçu appliqué, aux jeux de société. Si, ça vous a plu, c'est un condensé, d'un cours donc que je donne, dans la spécialisation en sciences et techniques du jeu. S'il y a des intéressés, parmi vous, c'est une formation qui se donne en 1 an, qui peut être étalée, le soir, à Bruxelles, et qui permet d'étendre, votre culture ludique, de travailler sur la ludopédagogie, de éventuellement développer votre projet culturel, bar à jeux, ludothèque, et cetera. Donc si vous êtes intéressé, je me permets de vous dire que demain, dans le cadre du BGF, il y a une permanence, à l'espace Wocre 17, de 12 à 17 heures, que vous pouvez nous retrouver en ligne, le 1er septembre de 18 heures à 19 h 30 et à l'école même le 4 septembre de 10 à 14 heures. Donc voilà, ici. N'hésitez pas, donc s'il y en a qui ont, des questions, on a encore quelques minutes, et je vous mets la bibliographie et la ludographie. Donc si quelqu'un veut me poser des questions, je suis encore là quelques, minutes, soit par le chat Twitch, soit si, vous voulez de nouveau me rejoindre sur Jitsi. Et sinon, bien, merci de votre, attention. Ah oui, oui, OK, ben, oui, ben, c'est vrai que du coup, je suis quand même on était un peu déçus, enfin, je réponds à Fred Langlois, j'étais un peu déçue, que ça puisse pas être en présentiel, mais au final, ben, c'est gai parce que je pense que du coup, le BGF, s'étend, un petit peu, plus loin, et c'était vraiment, sympa de vous avoir.
Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir en formation des cours à la carte? Alors en fait, hem, si vous voulez passer, c'est par module, et donc vous pouvez en tout cas, à l'année de spécialisation dire: «Ben voilà, je prendrai plutôt tel module». Alors à ce moment-là, vous n'avez pas, le diplôme, c'est juste que vous avez une attestation de suivi, de ce module, quoi. Non du tout, les inscriptions, ne sont pas fermées, vous pouvez totalement vous inscrire. C'est, jusque, quasi, fin septembre, mais les cours commencent, enfin la soirée d'accueil commence le 13 septembre, donc au plus tard vous vous inscrivez, ben, au moins, vous avez, enfin vous allez rater des cours, quoi. Mais donc, n'hésitez pas. Si, il y en a qui ont, d'autres questions, que ce soit sur la formation ou sur, ma conférence, je vous mets mon adresse, donc comme ça, vous pouvez, me contacter après. Oui, ben, du coup, Makiko, envoyez-moi un mail, et comme ça je vous envoie tout, si ça vous convient. Alors, en formation professionnelle, donc c'est pas vraiment un cas particulier. Normalement, il y a moyen, ça il faut voir avec votre employeur, il peut y avoir des crédits, enfin je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas du crédit temps, mais c'est enfin voilà, ça se met, ça peut se mettre dans votre travail et la partie, il y a une partie stage dont, une grosse partie des heures peut être effectuée, dans le cadre de votre, travail. Donc c'est tout ça d'allégé, par exemple. Ah voilà, congé éducation. Alors, il y a des possibilités pour les chômeurs, ça je ne sais pas, c'est-à-dire des prix ou des choses comme ça on l'a fait? Ça il faut voir là vous pouvez avoir normalement les renseignements sur, yessid, .be, au secrétariat. Normalement ils peuvent, vous aider. Maintenant, il y a peut-être aussi à voir avec le forum si ça peut s'inscrire dans votre projet professionnel. Ça par contre je sais pas du tout, je ne sais pas du tout vous dire. Jamais qui est aussi, professeur dans la formation vous a répondu. Eh bien, c'est un plaisir, hein, si ça vous a plu, et que vous avez appris des choses et que vous êtes convaincu que le jeu est un objet culturel, c'est parfait. Bonne soirée.